Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 26 août 2021. Alors, concernant la séance de mercredi, elle ressemblait beaucoup à celle de la veille, celle de mardi, avec une volatilité plus faible hein, sur les marchés. Alors, visiblement, les investisseurs attendent les banquiers centraux à Jackson Hole et notamment le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, discours prévu vendredi à 16 heures. Sur le marché des changes, pas grand-chose à signaler, hein. Le plus de volatilité que l'on a pu constater, c'était sur l'USD-Yen. Sinon, on a pu constater de la volatilité également sur l'USD-CAD. Mais vraiment pas grand-chose sur le marché des changes concernant la force relative des devises. En première position, le plus fort aujourd'hui, c'est le dollar américain. Seconde position, le yen japonais, suivi de loin par l'euro. Concernant les indices boursiers sur le vieux continent, la séance d'hier s'est terminée de manière mitigée. Le DAX a reculé de 0,3%, le CAC 40 et le FTSE ont légèrement progressé. À Wall Street, la situation était similaire à celle de mardi, hein. On a eu des petites hausses pour Nasdaq et le S&P 500 qui ont tous deux, encore une fois, atteint des records historiques. Alors, pour le S&P 500, progression de 0,22%, le Dow Jones 0,11%, le Nasdaq 0,15% et le Russell 2000 0,37%. Concrètement, concernant le S&P, 7 des 11 secteurs de l'indice ont terminé dans le vert, avec en tête les valeurs bancaires et financières qui progressent d'1,21%. Le Nasdaq fait un sans faute cette semaine avec 3 records d'affilée. On va s'intéresser à présent aux matières premières. Alors bon, les métaux précieux ont effacé une partie des hausses hein, des deux dernières séances. Le pétrole, de son côté, a oscillé entre hausse et baisse, mais beau rebond hein, tout de même. Il s'établit à l'heure actuelle très précisément, légèrement au-dessus des 68 dollars. Faut dire qu'il a tout de même effectué une hausse de 9% au cours des deux dernières séances. Alors, est-ce qu'on va parvenir à maintenir cet élan haussier? En tout cas, les données de l'EIA ont montré une baisse plus importante que prévu des stocks hebdomadaires aux États-Unis la semaine dernière. C'est la troisième baisse hebdomadaire consécutive des stocks de brut après la forte augmentation récente. Alors, la question est de savoir donc, est-ce que le pétrole va réussir à maintenir cet élan haussier? Il faut savoir qu'il y a également un événement hein, qui avait favorisé cette hausse des cours du pétrole, notamment des incendies de dimanche sur une plateforme pétrolière offshore au Mexique. À présent, on a pris connaissance de la reprise de la production sur cette plateforme offshore. Et donc, ça pourrait peser sur les cours aujourd'hui, hein. C'est un couteau à double tranchant. Ça a favorisé la hausse dans un premier temps. Ce n'était pas le seul élément, bien entendu, mais ça a favorisé. Et à présent, ça pourrait peser. Donc, on va le voir techniquement en plus. Le pétrole WTI, d'un point de vue journalier, fait face à une grosse résistance. C'est un palier de Kijun. Nous allons en parler. Sur le front de l'épidémie, on notera que Johnson Johnson, hein, le fabricant qui propose un vaccin avec une seule dose, a annoncé hier que selon des essais cliniques, un rappel de son vaccin renforçait considérablement l'immunité contre le Covid. Donc voilà pour le contexte de marché. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que concrètement, il y a un certain attentisme qui se fait ressentir. On attend tous hein, ce discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. Et donc les investisseurs sont tout d'abord préoccupé par l'évolution de la reprise et celle de la politique monétaire aux États-Unis. Et ce sont deux sujets de préoccupation auxquels répondra Jérôme Powell. Jérôme Powell devrait s'exprimer sur l'évolution de la reprise et sur la politique monétaire aux États-Unis. C'est pour cela que qu'on l'attend avec impatience, car il pourrait apporter de nouveaux éléments sur les deux préoccupations majeures à l'heure actuelle sur les marchés. Concrètement, le président de la Fed devrait reconnaître une amélioration progressive du marché du travail, du marché de l'emploi. Souvenez-vous, c'était une condition essentielle. Et d'un autre côté, il devrait également reconnaître la détérioration des perspectives économiques à cause de la propagation du variant Delta. Donc ça devrait être ses propos, mais on l'attend vendredi à 16 heures. Voilà pour le contexte de marché, tout ce qu'il faut garder en tête. On va passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Alors le CAC 40, hein, on le voit,
Bon, sans grand changement, il parvient à progresser hier, mais il ne parvient pas à se hisser au-dessus des 6680 points. C'est cet attentisme hein, que l'on peut percevoir également sur le CAC 40 à l'image de tous les indices. Donc rien à signaler hein, de majeur concernant le CAC 40, c'est le même topo qu'hier. Tant qu'on est en dessous des 6680, on ne peut pas espérer un retour vers le seuil psychologique des 6800 points. Donc on reste dans ce range qui est compris entre cette moyenne mobile en rouge qui est une moyenne mobile simple à 50 périodes et ce sommet, le précédent sommet du 17 juin à 6680. Tant qu'on ne casse pas une de ces deux bornes, il n'y aura rien à signaler. Donc à présent, bon, ici devant vous, un LVMH et Kering, pas grand-chose également. On passe directement sur le DAX, un repli en ce début de semaine. On est peut-être en train de casser un support. Souvenez-vous, c'était la précédente résistance aux alentours des 15 800 points. On est déjà 25 points plus bas, même plus. Et donc le DAX est en train de perdre du terrain en ce début de séance. Vous voyez, on est en train de donner un signal Ishimoku, mais le problème, c'est que la Chikuspan encore pas mal d'obstacles, donc simplement peut-être une baisse de début de séance avant de se reprendre pour tenter de rallier les 15 800 points. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le DAX tant qu'il n'y a pas de signal. On le voit ici, le Nasdaq, encore nouveau record historique. Hein, on se hisse, on s'est hissé au-dessus des 161,8%. Pas beaucoup de volatilité, mais record historique quand même, un sans faute cette semaine pour le Nasdaq. Les valeurs technologiques qui gagnent du terrain sans arrêt, mais bon, dans un contexte de faible volatilité, dans un contexte d'attentisme du discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, on intègre le nuage en H1. On pourrait en sortir, franchir la Kijun et aller tester à nouveau les sommets. En tout cas, pas de catalyseur majeur. On a aujourd'hui les chiffres hebdomadaires sur l'emploi américain. Et on prendra connaissance également du PIB. Alors, est-ce que ça va réellement avoir un impact considérable? Vous voyez, Jackson Hole commence aujourd'hui, hein, mais c'est le discours de vendredi qui aura la plus grande importance. Donc, je ne sais pas si ces données pourraient être un réel catalyseur pour les indices américains, leur permettre d'être soumis à un peu plus de volatilité. En tout cas, l'attention est principalement focalisée sur vendredi et non sur les données macroéconomiques. Le S&P 500 également atteint un nouveau sommet historique hein, et ça ressemble énormément à ce que nous fait le Nasdaq. Le Dow Jones qui reste stationnaire aux alentours des 35 300 points sans parvenir à rallier les 35 535 environ, récent sommet. Donc vous le voyez, hein, pas énormément de volatilité, des séances qui s'enchaînent et qui se ressemblent. Celle de vendredi devrait sortir du lot normalement. Repli du Bitcoin, on repasse sous les 47 000 dollars. Alors bon, finalement le Bitcoin a le plus grand mal à progresser. Alors donc, du coup, hein, le débat que l'on avait lors de la vidéo, est-ce que on va assister à une prochaine correction du Bitcoin? Ça pourrait se concrétiser hein, s'il ne parvient pas à reprendre à avoir un réel élan aussi, hein, comme on a l'habitude hein, avec le Bitcoin. Lorsqu'il démarre, normalement, effectivement, on marque des creux, il y a des corrections intermédiaires et on repart à la hausse. Cette fois-ci, ça semble un peu plus compliqué hein, pour le Bitcoin. Et donc, à partir du moment où on réintègre ce range que l'on avait défini précédemment, il n'y a rien à faire malheureusement. Attention, hein, cette fois-ci, une cassure par le bas voudrait dire, signifierait déjà une cassure avant cela de la SMA 200 et on a la Kijun. Ici concrètement, c'est peut-être la Kijun hein, qui pourrait être la clé et la cassure de la Kijun pourrait aboutir à un repli beaucoup plus conséquent. Il y a un réel trou d'air avant d'atteindre le nuage. Pour le moment, hein, rien à signaler, une baisse assez conséquente et réintégration du range, mais pas grand-chose. L'Ethereum également se replie, hein, vous voyez, on ne parvient pas, après être sorti par le bas du nuage, on ne parvient pas à le refranchir à la hausse. Une réelle faiblesse hein, finalement des crypto-monnaies qui n'arrivent pas à concrétiser le rebond et qui semblent à nouveau les vendeurs, en tout cas, semblent à nouveau prendre le contrôle. D'un point de vue journalier, ici sur l'Ethereum, vous voyez, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein, on a simplement invalidé la cassure du retracement de Fibo à 61,8%, les 3340.
on se dirige vers les 3030 $ à présent. Et si on les casse, on pourrait envisager un retour à la moyenne, 2000, aux alentours des 2900 $. Ça fait très longtemps que l'on n'a pas testé la Kiljoun, ça fait depuis le 23 juillet, donc c'est tout à fait envisageable. Une correction saine, comme nous l'avons indiqué dans un article hier ou avant-hier, correction saine pour le moment pour l'Ethereum, hein, rien de, pas de signal majeur. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Le gold qui se replie, hein, voyez-le. On s'est replié au contact de cette oblique baissière qui relie les récents sommets en se rapprochant du nuage. On casse cette moyenne mobile simple à 50 périodes, hein, donc prudence sur le gold. On pourrait aller chercher les 1765 $ l'once à présent, hein. C'est le prochain support. On avait pas mal de supports avant. On avait cette moyenne mobile, on avait la Tenkan. Une Tenkan, c'est un niveau assez important, hein. Ici, les 1785 $, vous voyez comment ça a tenu les cours. Mais si ça casse aujourd'hui, il faudra s'attendre à un gold à 1765, voire un gold à 1760 $ l'once. Pétrole WTI, très intéressant ici de voir les données journalières. Vous voyez où on s'est arrêté. On s'est arrêté à la première résistance. Ici, la Kijun, le seuil des 68 $. Alors, on l'a dit, hein, la production reprend sur la plateforme pétrolière offshore au Mexique suite aux incendies de dimanche. Ça avait aidé quelque peu cette hausse, une hausse qui a permis d'effacer les baisses de la semaine dernière, hein. On le voit en hebdomadaire, vous voyez la baisse de la semaine dernière complètement effacée. Alors, on a un tournant pour le pétrole. Soit il dispose d'un nouvel élan et il faudra de l'élan parce qu'il faudra gagner près de 4% pour se hisser au-dessus du seuil psychologique, d'un seuil psychologique et pas n'importe lequel, celui des 70 $. Donc, on a un réel tournant pour le pétrole. Soit on se hisse au-dessus des 70 $ et dans ce cas-là, en tout cas d'un point de vue journalier, cela signifierait la reprise haussière, hein. Je vous rappelle qu'on a intégré le nuage tout de même au début du mois d'août. Et le mois d'août, hein, s'est déroulé sous pression. On a perdu plus de 10% pour le pétrole depuis l'intégration du nuage. Donc, est-ce qu'on va effacer toute la baisse du mois d'août et aller chercher les 70 $, voire plus haut, ou car ici, hein, je vous rappelle qu'il y a un réel danger, car nous avons, vous voyez, hein, les sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. C'est le plus simple de l'analyse technique, c'est la base, c'est la définition d'une tendance baissière. Donc ici, afin d'annuler les perspectives baissières, il faudrait tout simplement aller marquer un sommet plus haut que le précédent. C'est-à-dire, concrètement, il faudrait réussir à se hisser au-dessus des 69,50. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on annulerait cette séquence de sommets de plus en plus bas, on aurait un sommet supérieur au précédent, et donc ça viendrait de pair avec une intégration du nuage. Donc le nuage sera la clé pour le pétrole WTI en données journalières. Pourquoi? Je vais résumer, parce que tout simplement, si on intègre le nuage des 69,50, la prochaine cible serait les 70, mais en tout cas, on ferait un nouveau sommet de court terme supérieur au précédent, et donc cela mettrait fin à cette séquence de sommets de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas. Donc voilà pour le pétrole WTI, voilà en données intraday, on a déjà franchi le nuage, mais la faiblesse pourrait se concrétiser avec ce trou d'air. On a 3,33% avant d'atteindre le nuage, les 80, pardon. Donc, malgré la traversée du nuage, on garde en tête la Chikou qui n'a pas encore donné son signal, hein, et elle se trouve ici, elle doit franchir également le nuage. Et donc, ici, en intraday, on le comprend, si on se hisse au-dessus des 61,8%, on peut espérer une progression dans le nuage en journalier. Pourquoi? Car ici, ce serait un signal d'achat Ishimoku. Et dans ce cas-là, on peut envisager d'aller chercher les 69,50, voire les 70 en données journalières. 69,50, c'est environ le retracement de 50%. 69,60 ici. Et entre le 50 et le 38,2, on retrouvera le seuil psychologique des 70 $. Le café, toujours rien à signaler, hein, on ne parvient pas à sortir du nuage, on est toujours dedans, on attend la cassure des 190. Dès que ça arrivera, on en reparlera. On a tracé déjà nos points A, B, C. Est-ce que le point D sera à 202 à suivre? En tout cas, la cassure des 190 serait un signal haussier en direction des 202. Le copper, ça tient, vous voyez, peut-être un pullback, simplement un pullback sur la ligne de coup.
un gap baissier, on a 9264. Là, ça pourrait être beau, hein, pour le copper, car on pourrait repartir à la baisse, repartir à la rencontre de cette moyenne mobile exponentielle à 200 périodes. Et je pense qu'en cas de reprise baissière, on irait plus loin. Peut-être pas jusqu'à l'objectif théorique de cette figure en épaule-tête-épaule, hein. Ce sont des objectifs seulement théoriques. On ne les atteint pas à tous les coups. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir plusieurs objectifs. Soit certaines figures nous fournissent des objectifs intermédiaires, comme par exemple les triangles, on l'a vu, en reportant la hauteur de la figure comme objectif intermédiaire, et on va reporter la hauteur du mouvement précédent comme objectif final, ou on peut utiliser les moyennes mobiles longues. Ici, c'est une moyenne mobile exponentielle à 200 périodes pour avoir des objectifs intermédiaires. Mais ici, ça pourrait aller plus loin, car on a également l'objectif de ce drapeau, ici, qui pourrait être atteint. Et pour cela, il suffit donc de reporter ici ce mouvement pour avoir l'objectif théorique. Donc on a deux objectifs théoriques sur le copper, sur deux unités de temps différentes, hein. Vous voyez, ça pourrait aboutir à 8240 dollars la tonne. Aucun des deux n'a été atteint lors du précédent repli. Le rebond actuel a permis un pullback sur la ligne de coup, une ligne de coup qui était renforcée par le nuage, hein. Et lorsqu'on a ce genre de configuration, effectivement, ça va nous conforter dans l'idée que la ligne de coup pourrait ne pas être à nouveau franchie, parce qu'elle est renforcée par un autre élément. Et cet élément nous provient d'Ishimoku. Vous voyez, on a franchi la Kijun sans problème, cette ligne bleue, mais on rencontre plus de difficultés avec le nuage. Alors, ce n'est pas dit, hein, on n'est pas, la baisse n'a toujours pas repris, mais en tout cas, c'est de bonne augure pour cette figure chartiste, avec un objectif de la figure en ETE qui est... Alors, il est un peu moins éloigné que cela tout de même. L'objectif théorique ici est à 7700 dollars. Et l'objectif théorique ici est aux alentours des 8240 dollars. En tout cas, à suivre. D'un point de vue intraday, ce qui annulerait ces perspectives, ce serait une traversée de nuages. Le nuage en dit beaucoup, hein. Il faut savoir que concrètement, et c'est la base de la théorie Ishimoku, quand on est sous le nuage, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Il y a beaucoup de choses pour définir une tendance. On l'a définit par des séquences de sommets et de creux sur le pétrole WTI, mais on peut également la définir d'un point de vue analyse technique, et donc grâce aux séquences de sommets et de creux. Donc voilà deux définitions d'une tendance baissière. Ici, par exemple, sur le pétrole WTI, on est en tendance baissière d'un point de vue technique avec les sommets et les creux. On est en tendance baissière d'un point de vue Ishimoku. Alors, je suis un peu étendu sur le sujet. On passe sur le marché d'échange. Pas grand-chose malheureusement. Vous voyez un dollar américain qui stationne aux alentours de la ligne de coup de son double creux. Est-ce que ce double creux va se réaliser? Cela nécessiterait un franchissement de nuage afin d'aller chercher l'objectif théorique de cette figure en double creux, ce qui correspondrait au niveau de l'euro-dollar il y a plus d'un an. C'était fin juin 2020, hein, la dernière fois qu'on était à ces niveaux-là. Alors d'un point de vue intraday, vous voyez, hein, le repli qui a favorisé l'euro-dollar et a permis au cours d'aller chercher la Kijun. On stationne à ce niveau-là. En dernier rempart, on retrouve le nuage Ishimoku relativement épais, ce qui vient peut-être en faveur d'une prochaine hausse. Mais par contre, il y a une faiblesse en données intraday. Vous voyez, c'est la sortie par le bas du nuage, mais il y a tout de même une certaine marge à la hausse. Et là, Chikuspan refuse l'intégration du nuage. Et donc, on pourrait tout de même progresser pour aller chercher les 93-140, peut-être à nouveau cette borne inférieure. En tout cas, il y a des possibilités haussières ici pour le billet vert. De la même manière, l'euro-dollar, c'est symétrique ici avec Ishimoku. On s'est arrêté aux alentours de la Kijun. Et il y a des possibilités baissière à ce niveau-là, peut-être pour aller chercher l'indice 734. Alors, encore une fois, on a reçu une recommandation de Morgan Stanley de vente, recommandation de vente sur l'euro-dollar avec un objectif tout de même d'1,14. Alors, c'est assez bas, je trouve. Et bon, je pense que pour envisager ce genre d'objectif, il faudra être patient et peut-être attendre vendredi, hein, tout simplement, d'attendre de prendre connaissance du discours de Jérôme Powell. Mais en tout cas, sachez-le, hein, l'objectif, selon Morgan Stanley, serait à 1,14 pour l'euro-dollar qui est actuellement à 1,1760. Hein, ça fait quand même du chemin. Alors, Eurocad, on parlait hier des structures 1,1 et de l'overbought
l'overbalance. Alors j'ai cru voir en commentaire que c'était OK à ce niveau-là. Oui, effectivement, c'est OK. Donc, vous voyez, hein, d'ailleurs, pour continuer cette illustration des structures 1-1 et de l'overbalance, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur les matières premières, hein, de ces structures-là. Donc, vous voyez, comme on est en train de repartir à la hausse de la même manière ici qu'à la sortie de ce rectangle, on a temporisé, on est reparti à la hausse dans ce rectangle jaune. On repart à la hausse. Est-ce que ça va répliquer ici le modèle du rectangle jaune? À suivre, hein. Les modèles 1-1, on les avait utilisés, souvenez-vous ici, il me semble que c'était sur le blé. Hein. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est de l'overbalance ici. On a un précédent mouvement, précédent rallye haussier que l'on mesure avec un rectangle. Et donc, cela nous permet d'envisager des objectifs si jamais l'historique venait à se reproduire. Surtout, ça marche très bien aussi sur les matières premières. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, elles sont cycliques, les matières premières. Donc, l'overbalance fonctionne très très bien. Et ici, vous comprendrez que la cassure de ce support des 390, c'est un signal de vente. Parce qu'ici, ce qu'il faut savoir avec l'overbalance, si on casse la borne inférieure, c'est un signal de vente. Si on casse la borne supérieure, c'est un signal d'achat. Et l'amplitude nous permet d'avoir un éventuel objectif. Ici, on s'était intéressé avec la similitude, hein, pour le blé des configurations. Vous voyez le rectangle pour l'amplitude. Vous voyez le range que l'on avait avant, le démarrage haussier. Ici, nous l'avons retrouvé. Une période d'hésitation, de consolidation dans le jaune, dans le rond jaune, pardon, je vais y arriver. Et ensuite, rallye haussier, explosion haussière du blé. Donc, c'est de la géométrie de marché. Ça marche plutôt bien. Ça marche très, très bien. Ça marche plutôt bien sur le Forex. Ça marche très, très bien sur les matières premières, que ce soit pétrole ou matières premières agricoles. Alors, sur les paires en GBP, pas grand-chose. Hein, vous voyez, GBP USD, GBP Yen, du GBP CHF. Alors finalement, on a progressé, hein, sur le GBP CHF, mais là, peut-être on atteint une grosse résistance. Donc j'ai ajusté la projection d'Osoda. Si le repli venait à déplier, à s'amorcer dès maintenant au contact du nuage, l'objectif serait à 1,2374. Vous voyez comme on a suivi le rebond pour trouver notre point C, hein. Au début, on en était là. Et ça me donnait un objectif à 1,2398. Plus je monte, plus mon objectif descend. Et donc à suivre pour le GBP CHF, c'est tout ce qu'il y a à noter, il me semble, sur le marché d'échange. En tout cas, c'est tout ce que j'ai noté. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour tous ces commentaires, hein. J'en vois de plus en plus des réactions, des questions. N'hésitez pas à continuer comme ça. Lorsqu'il y aura beaucoup de questions, je le ferai comme lors des précédents Good Morning Market, en début de présentation. Pour ceux que ça n'intéresse pas, et je peux le comprendre, ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne souhaitent pas donc s'intéresser aux questions, n'hésitez pas à passer directement sur le début de l'analyse, hein, lorsque l'on commence sur les indices. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Demain, c'est la journée tant attendue par les investisseurs, le discours de Jérôme Powell, Jackson Hole, on l'a dit, à quoi s'attendre de la part du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui devrait reconnaître l'amélioration du marché de l'emploi, mais qui devrait également parler de la détérioration des perspectives économiques à cause de l'évolution du variant Delta. Sur ce, très bon trading à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.